Aujourd'hui, si vous l'ignorez, c'est la journée des droits des femmes. Des droits des femmes, c'est un élément très important, hein, qui fait que, du coup, aujourd'hui, on essaye un peu de mettre en avant les inégalités entre les hommes et les femmes. Et je suis tombé il y a quelques jours sur un article hyper intéressant, j'en avais déjà un peu teasé hier dans les commentaires de la semaine, et on va revenir un petit peu dessus, parce qu'il est vraiment... Enfin voilà, je trouve que au niveau des perspectives, etc., dans les arguments que j'ai souvent lus en faveur ou contre le féminisme, ici, enfin contre le féminisme pour être honnête, j'en ai vu quasiment pas, mais en tout cas contre certains concepts du féminisme, par exemple les inégalités salariales ou ce genre de choses, j'ai vu des gens qui étaient un peu plus nuancés, et je trouve que cet article va nous permettre d'y voir un peu plus clair. Parce que ça parle notamment d'économie, quand les coûts de la virilité deviennent des coûts pour notre société. Très bon jeu de mots d'ailleurs, ma chère Marie-Laure. Sans cette éducation, le budget pourrait être à l'équilibre. Ok, on y va, c'est parti. Répondre plus rapidement aux pleurs d'un bébé quand c'est un garçon. Plus grand, le féliciter quand il montre qu'il est fort, leur offrir des petits pistolets plutôt que des poupées. Voilà l'indication des petits mecs bien ancrés dans nos sociétés. Et cela n'est pas sans conséquence. Mettre l'accent sur ce qui est perçu comme viril a un coût financier, mais pas seulement. C'est ce que Lucille Peytavin, je suis désolé si je le dis mal, historienne spécialiste du travail des femmes, démontre dans son essai Le coût de la virilité. Et vous allez voir, c'est hyper intéressant, et je pense que là, sincèrement, je pense que tout le monde va trouver un terrain d'entente. C'est pour ça que j'avais hâte de parler de cet article, parce que je pense que là, il n'y a que les extrémistes, je vais le dire, qui vont se retrouver, ne pas s'y retrouver dedans. Je pense que ça pourrait créer un espèce de consensus autour de tout ça. Bref, du féminisme. Dans son livre, l'autrice française remarque que l'écrasante majorité des violences et des comportements sociaux en France sont commis par des hommes. Les chiffres officiels des ministères de la Justice et de l'Intérieur font le constat que les hommes sont responsables de l'immense majorité des faits de violence, de délinquance, de criminalité, de comportements à risque, explique l'invité de Week-end Première. Alors avant de vous emporter, s'il vous plaît, attendez la fin de la vidéo, parce que vraiment... elle nuance beaucoup plus, ok. Il représente... D'abord, elle parle des chiffres et puis elle nuance. Il représente 83% des mises en cause par la justice, 90% des personnes condamnées et 96% de la population carcérale. Et lorsqu'on regarde par type d'infraction, on se rend compte qu'ils sont surreprésentés dans tous les types d'infractions, et notamment les plus graves, puisqu'ils représentent 99% des auteurs de viols, 86% des auteurs de meurtres, 84% des auteurs d'accidents mortels de la route, etc. Et chez nous, qu'en est-il? Le dernier rapport de la police fédérale comptabilise les faits de criminalité enregistrés avant jugement pour le premier trimestre 2020. Quand on y regarde de plus près, les chiffres sont comparables à ceux de la France. La plupart des infractions enregistrées en Belgique sont commises en toute grande majorité par des hommes, entre 95 et 100% des vols de véhicules, entre 95 et 100%, putain. 89% des cambriolages dans les maisons, 98,1% des vols avec une arme, 97% des violences sexuelles dans les transports publics, etc. Alors, comme je sais qu'il y en a qui vont être impatients, évidemment, le fait aussi... On se pose la question pourquoi les hommes sont surreprésentés, d'accord? Quand on dit 100% des vols de véhicules, on a bien conscience que peut-être qu'il y a des femmes qui volent des véhicules, mais qu'on ne connaît pas, d'accord? Qu'on n'a pas attrapé. Mais justement, ça rentre aussi dans la problématique. C'est ce qu'on appelle justement, c'est ça le féminisme aussi, c'est se demander pourquoi les femmes ne se font pas attraper. Et est-ce que finalement, quand on parle ici de virilité par exemple, est-ce que les policiers dus à leur virilité, entre guillemets, se disent qu'une femme ne peut pas voler un véhicule et donc elle passe entre les mailles du filet? Voilà, c'est vraiment très large, donc s'il vous plaît, un peu de patience. Un peu de patience là, je sais que personne n'a encore parlé, mais un peu de patience. 95% des suspects, alors ici on a des très beaux diagrammes, hein. Il parle pour la France et la Belgique, c'est très cool, parce que je vous avoue que souvent les journaux, c'est normal, hein, les journaux français parlent pour la France et puis la Belgique est laissée de côté, et en Belgique parfois même ils parlent de la France ou des trucs comme ça, mais ils reviennent jamais sur la Belgique, et t'es là, mais on aurait bien voulu savoir. 79% des suspects de vol et extorsion, 91% des suspects, bon bref, c'est gigantesque. Et pourtant c'est un prisme à travers lequel les campagnes de sensibilisation et de prévention sont rarement axées. Les politiques publiques, lorsqu'elles vont attaquer la délinquance, elles vont d'abord cibler certaines zones géographiques, explique la française. Ou alors la sécurité routière va d'abord s'adresser aux jeunes, alors qu'effectivement, ce critère du sexe est le premier qui définit le profil des auteurs d'accidents. En 2018, l'Institut VIAS
Via soulignait en effet que les femmes sont non seulement moins impliquées dans les accidents graves, mais sont en outre moins souvent condamnées devant le tribunal de police ou reçoivent moins de PV que les hommes. Vous voyez? Et c'est ça qui est important. Là encore, c'est aussi important. Là encore, les statistiques parlent d'elles-mêmes. Les accidents impliquant une conductrice de voiture se soldent 2 fois moins souvent par un décès que les accidents impliquant un conducteur de voiture. Un coût de 100 milliards d'euros pour les Français. Mais où l'historienne veut-elle en venir avec tous ces chiffres? Son but est-il de stigmatiser le genre masculin? Pas du tout. Son objectif est plutôt de montrer que ces comportements ont un coût pour la France. 95 milliards exactement, soit le déficit annuel du budget général du pays. C'est ce que l'autrice appelle le coût de la virilité. Comment a-t-elle calculé ce chiffre? En analysant les frais supportés par l'État pour faire face aux comportements asociaux des hommes, ce coût est de 2 ordres, détaille Lucille Peytavin. Tout d'abord, un coût direct qui est supporté par l'État en termes de frais de justice, de frais de force de l'ordre, de services de santé. Et d'autre part, un coût indirect qui, lui, est supporté par la société qui est lié aux souffrances physiques et psychologiques des victimes, mais qu'on peut estimer financièrement. Également aux pertes de productivité des victimes et des auteurs eux-mêmes, ainsi que le coût des destructions de biens. Selon ces calculs, si on retirait tous ces frais-là, le budget des Français serait à l'équilibre. Et c'est quand même assez insane de se dire ça. Après, pour moi... Là, pour le moment, la critique que je ferais, c'est que effectivement, mais c'est aussi un peu dire, bon, ben, si on annule le crime, on n'a plus besoin de policiers ni rien, donc on fait des économies. Alors oui, c'est bien beau, mais bon, ça n'arrivera pas. Après, évidemment, son but en parlant comme ça, en mettant en avant le fait qu'on pourrait rembourser le déficit de la France en enlevant ce genre de crime, eh bien, ça permet aussi de faire parler d'elle, notamment dans les journaux, de se faire interviewer, alors, et surtout d'impacter, ça va faire des beaux titres, par exemple pour les journaux. Donc, je me demande même si finalement, ce ne sont pas les journalistes, évidemment, qui mettent aussi ça en avant, parce que, bah, évidemment, moi j'ai cliqué parce que j'ai vu ça, j'ai vu que ça pouvait rembourser, entre autres. Bref, hommes et femmes, tous et toutes victimes. Les conséquences sont donc négatives, tant pour les femmes que pour les hommes, selon la chercheuse. Les femmes en sont victimes par les violences systémiques, une femme qui meurt tous les 2,5 jours sous les coups de son conjoint. L'immense majorité des femmes qui sont agressées dans les transports en commun, par exemple. Côté masculin, les conséquences ne sont pas toutes roses non plus. Tout d'abord, les hommes qui ne répondent pas aux injonctions de la virilité vont être rejetés. Ça va être les hommes considérés comme faibles, efféminés, homosexuels par exemple. Et d'ailleurs, en Belgique, un homosexuel qui s'est fait assassiner il y a pas longtemps et on suspecte un meurtre homophobe. Donc clairement, c'est vrai qu'il y a des problèmes encore à ce niveau-là. Sans compter les risques pris pour répondre à ces injonctions. Pour être un homme fort, il va parfois falloir se mettre en danger. C'est bien que les hommes ont 3 fois plus de risques de mourir de façon prématurée avant 65 ans. Ils développent beaucoup plus de rapports pathologiques avec l'alcool, la drogue, la vitesse. Tout ça, ce sont des vies brisées. Les courbes côté belge ne montrent pas autre chose. Les femmes vivent plus longtemps en moyenne que les hommes qui sont davantage touchés par l'alcoolisme ou les drogues, pour ne citer que cet exemple. Et ça, figurez-vous que je l'avais étudié moi-même en histoire, notamment sur la mortalité, sur la différence de mortalité, en tout cas dans l'histoire, et on l'expliquait effectivement que les hommes mouraient beaucoup plus tôt et beaucoup plus vite, dû aux pressions sociales exercées. Puisque du coup, bah, par exemple, voilà, quand t'étais chevalier et qu'à un moment donné il y avait une guerre, bah, si t'avais 20 piges et que tu mourais, bah, évidemment ça joue sur les stats, quoi. Voilà. Donc, mais on parlait aussi des industries, etc. Et avant la Deuxième Guerre mondiale, par exemple, où il y a plein d'hommes qui se tuaient au travail. Bref. Donc tout ça, c'est pas nouveau. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'elle réussit, malgré tout, à le mettre à l'actualité, à en faire une comparaison avec aujourd'hui. C'est ainsi que pour l'autrice, on peut effectivement s'interroger sur l'efficacité des politiques publiques qui sont mises en place, mais aussi et surtout sur la façon dont on éduque les petits garçons. Ce n'est absolument pas contre les hommes que je dis tout ça, puisque les hommes ne sont pas violents par nature. Et c'est ça qui est hyper intéressant. Et ça, en fait, il y a plein de gens, je vais le dire un peu comme ça, mais qui se croient contre le féminisme, parce qu'ils n'osent plus dire féminisme, parce que pour eux, ça représente un extrémisme. Et je vois beaucoup de gens, justement, qui parlent comme ça, qui finalement soulignent ce fait qu'un homme n'est pas violent par nature, qu'il faut arrêter de stéréotyper, qu'il faut arrêter de prendre un exemple pour une généralité, etc. Et qui se sentent agressés, finalement, par juste cette envie d'équité, en fait, entre les hommes et les femmes. Et c'est pour ça que je trouve que ce papier est hyper intéressant, parce que je crois que justement ça remet un petit peu de recul et surtout d'intérêt par rapport à
par rapport au féminisme. Évidemment que tous les hommes ne sont pas violents, évidemment que tous les hommes ne sont pas des violeurs aussi. Enfin, tout ça c'est logique et les féministes, en tout cas les féministes, je vais dire classiques, ne diront jamais ça en fait. Mais ce qu'elles disent c'est qu'il y a un problème avec ça. C'est que c'est pas normal qu'il y en ait autant en fait. Et qu'il faut lutter contre. Et il y a plein de façons de lutter contre. Mais ici, ce qui est hyper intéressant, c'est les hommes ne sont pas violents par nature, et je pense que là, tous, on peut être d'accord. Et de s'appuyer sur l'histoire de l'humanité. Au Paléolithique, les sociétés étaient beaucoup plus égalitaires. Les femmes aussi chassaient et les hommes n'étaient pas des dominants. C'est plus tard, au Néolithique, que ce système, que ces inégalités, cette domination à travers les valeurs viriles s'est installée. Donc les sociétés n'ont pas toujours été construites de cette façon. Dans son livre, l'écrivaine donne aussi l'exemple des tombes de guerriers mises à jour par des archéologues qui étaient en fait des guerrières. Ou des civilisations où c'était les femmes qui étaient violentes. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut déconstruire ce type d'éducation puisque c'est une construction culturelle. Mais non, non Siri. Non, mais il faut pas répondre. Et en fait, ça c'est... Voilà, encore une fois, ça c'est un argument qui tombe, un espèce de préjugé qu'on a, c'est que ouais, mais l'homme a toujours été comme ça. Il y a aussi l'argument du coup, il y a des gens qui disent ouais, mais regarde dans la nature, c'est comme ça. Sauf que déjà, dans la nature, c'est pas forcément comme ça. Et ensuite, regardez dans l'histoire de l'humanité, encore, si on prend même cet argument-là, il est faux. Après, on rappelle évidemment que c'est pas parce que dans l'histoire de l'humanité, les gens ont été cons qu'on est obligé d'être aussi cons qu'eux. Hein. On peut aussi évoluer, c'est le but de l'être humain d'ailleurs. Hein. C'est le but d'ailleurs, j'ai envie de dire, de la nature. La nature évolue pour survivre. La nature essaye toujours d'être meilleure, mais pas seulement pour être bien envers la planète ou quoi que ce soit. Elle lutte pour sa survie. Et du coup, ici, ce qui est encore plus intéressant, c'est que même cet argument tombe, puisque ça n'a pas toujours été le cas. Mais donc si ça n'a pas toujours été le cas, ça a été aussi le cas à un certain moment, mais quoi qu'il arrive, de toute façon, ça ne doit plus être un argument. Parce que c'est pas parce que c'est pas parce que ça s'est passé que ça doit être. Voilà. Lucille Peytavin contrecarre également l'argument des pulsions masculines. La science a largement démontré que rien ne les prédéterminait à agir ainsi. Ni le cerveau, ni la testostérone. Souvent on parle de la testostérone, mais les études montrent que même... Attendez, je vais changer de couleur parce qu'on sinon on verra pas... montre que chez un même individu, des taux de testostérone élevés peuvent aussi bien provoquer des comportements altruistes qu'agressifs. Donc il n'y a rien chez les hommes de biologique qui les pousse à se comporter ainsi. Et d'ailleurs, devant la justice, ils sont responsables de leurs actes. Déconstruire une éducation viriliste. Voilà pourquoi la française souhaite déconstruire une éducation virile qui favorise la force, la puissance. On développe beaucoup moins les sentiments chez les petits garçons. On va très vite valoriser leur force, leur puissance. Très vite, dans les jeux, il y a de la violence qui va s'installer avec des jeux de bagarre, de batailles de pistolets en plastique. Des valeurs finalement qu'on transmet très peu aux filles. Elles sont beaucoup plus dans le développement des sentiments, dans l'empathie, et finalement, on construit des êtres totalement différents. Et on le voit bien dans les statistiques de la délinquance et de la criminalité. Hommes et femmes ne sont pas du tout éduqués et construits de la même façon. L'autrice conclut en le répétant, sa recherche ne se positionne pas contre les hommes, mais pour déconstruire l'éducation qui repose sur des valeurs viriles qu'on leur transmet. Voilà, moi je trouve ce papier hyper intéressant. Je suis vraiment globalement d'accord avec elle, et je pense qu'en fait on peut tous être d'accord avec elle, dans le sens où le problème, ce n'est pas l'homme, le problème, ce n'est pas la femme, ce n'est pas le fait, justement, aujourd'hui, on est assez avancé pour pouvoir affirmer que, scientifiquement, l'homme n'est pas prédéterminé à des choses, que, historiquement, alors, bien sûr que l'homme est comme ça à cause de son histoire, mais que ça n'a pas toujours été le cas, et donc ce n'est pas quelque chose qui est une logique, en fait, il n'y a pas la logique, on va dire, de la... Je sais pas comment on appelle ça d'ailleurs, j'allais dire de la hiérarchie, mais c'est même pas la hiérarchie, de la descendance, de la génétique finalement. Non, il y a aucune logique à ça, on aurait pu être totalement des êtres complètement altruistes. Enfin, c'est ça le truc en fait, c'est que si on avait inversé, qu'on avait fait des femmes si on avait éduqué les femmes comme on éduque les hommes, la société aurait été complètement inversée. Et on se rend même pas compte à quel point c'est inimaginable pour nous aujourd'hui. Et c'est ça que je trouve hyper intéressant, c'est qu'effectivement, je trouve, elle le répète, mais je comprends parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se sentent agressées quand on ose parler de féminisme en fait, et d'équité, à cause d'extrémistes, hein, soyons d'accord, hein. Il y a des femmes ou des hommes qui sont complètement extrêmes dans leurs pensées et qui pensent qu'on doit virer les femmes ou virer les hommes, hein. C'est des deux côtés comme ça. Mais ce que je trouve intéressant, justement, c'est qu'elle pointe pas du tout du doigt les hommes en disant « Bah, vous êtes comme ça et vous êtes mauvais ». Non, justement, elle relativise et elle dit « Mais non, juste, on peut changer ça.
On peut changer ça, on peut avancer, ce n'est pas quelque chose qui est figé dans le temps, qui est figé dans la pierre, les hommes seront toujours comme ça, et ce sont des monstres, et puis c'est comme ça, on doit séparer les hommes et les femmes parce qu'ils s'entendront jamais. Non, au contraire, ça dépend de comment nous, on décide d'agir en fait, comment nous, on décide de voir les choses. Bref, n'hésitez pas à mettre votre opinion en commentaire, évidemment. N'hésitez pas à liker et disliker cette vidéo. N'hésitez pas à la partager autour de vous et à vous abonner. Et puis, j'espère que ça a été aussi intéressant que pour vous aussi. Je trouve que c'est vraiment l'article parfait pour la journée des droits des femmes, hein, honnêtement. Parce que avec tous les soutiens que vont avoir les femmes, je trouve que c'est important parce qu'il y a beaucoup d'hommes, je crois, qui vont se sentir mis sur le côté parce qu'ils vont mal comprendre le message qu'on essaye de faire passer pendant la journée du droit des femmes. Je pense que ce genre d'article, ça peut justement un peu redonner de force et peut-être aider à faire comprendre le fond de la pensée féministe, le fond de la pensée de l'équité, quoi. Voilà. On se dit à bientôt pour de nouvelles actualités. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt. La bise.